vous êtes sur TV+, vous êtes les bienvenus. Une deuxième interview, un deuxième entretien avec un autre leader de la vie politique de la nation, un homme qu'on ne présente plus, qui fait parler de lui depuis des décennies dans la vie sociopolitique du Gabon. Il s'agit du président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG, le père Paul Mba Abesolo, qui nous a accordé un peu de son temps aujourd'hui pour pouvoir discuter avec lui des questions relatives à la situation sociopolitique du Gabon. On va parler de la période de 90 à 2000, de 2000 à 2009 et de 2009 à 2015, voir dans quelle situation se trouve aujourd'hui le Gabon. Merci, Monsieur le Président, de nous accorder cet entretien avec vous aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Ben ça va, je me sens bien et je suis heureux de vous accueillir chez moi. TV+, c'est pas tous les jours que je le vois. Ça veut dire que les choses avancent de quelque manière. Bienvenue chez moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les choses avancent effectivement parce que nous nous sommes donnés comme défi, donné la possibilité à tous les leaders politiques de la nation, évidemment à toutes les forces vives de la nation, de pouvoir donner leur avis, de pouvoir s'adresser directement à tous les Gabonais. Première question, Monsieur le Président, comment, à votre avis, se porte le Gabon aujourd'hui? Le Gabon aujourd'hui se porte selon ce qui s'est passé. Il n'y a pas de hasard. Il y a le résultat de ce que nous avons semé il y a quelques années, même depuis la conférence nationale. Vous savez très bien ce que je pense de la conférence nationale, qui a été pour moi un raté dans la mesure où, en fait, nous ne sommes pas sortis de la conférence nationale avec la démocratie, mais nous sommes sortis avec ce que j'appelle, moi, multiplication de partis politiques sans multipartisme. Pourquoi je le dis? Parce que si on a reconnu les partis politiques, il aurait fallu également donner la possibilité à égalité à tous les partis politiques de pouvoir agir sur le terrain. Dans la mesure où le parti au pouvoir gardait tous les pouvoirs, gardait l'administration, gardait toutes les institutions de l'État, était l'arbitre de tout ce qui se passait dans l'État, en ce moment-là, on ne pouvait pas parler véritablement de plusieurs voix. Et c'est pour cela que j'avais demandé de passer par une période de transition, le RSDG. Pendant cette période, nous aurions dû apprendre à parler ensemble. Nous aurions dû apprendre à savoir nous contredire, à savoir s'exprimer différemment dans un même cadre. Cela n'a pas été fait. On est allé à ce qu'on appelle multipartisme intégral et ça a donné un résultat avec lequel je ne suis pas d'accord. Et aujourd'hui reflète ce raté de la conférence nationale dans mon analyse. Et justement, un raté, vous le dites si bien, de la conférence nationale qui aurait pu ou qui aurait dû être souveraine et dont les délibérations auraient pu évidemment pousser le Gabon à avoir un meilleur rayonnement. Mais est-il possible d'établir aujourd'hui la différence entre les deux périodes, on va dire, la période de 90 à maintenant? Alors, vous avez sorti un mot, je suis obligé d'y répondre. Vous avez parlé de conférence souveraine. J'ai toujours exprimé mon désaccord avec ce concept de conférence nationale souveraine. Pourquoi? Ce n'est pas parce que les individus ont décidé de créer des partis politiques en ce moment-là, sans être envoyés par le peuple. Ces gens-là ne pouvaient pas prétendre prendre des décisions souveraines. Alors, on parle de conférence souveraine, ça a été d'ailleurs, même chez les autres, ça a été une erreur, puisque quelques temps après, les mêmes sont revenus au pouvoir, justement parce que les conditions n'étaient pas préparées. On avait réuni les gens pour enlever ce qui était en place. Ce n'est pas ça un pays. On enlève
les gens d'abord démocratiquement et puis pour un changement. Mais ce changement doit être exprimé. Mais franchement, en 1990, quel changement on avait exprimé? On n'avait pas un projet de changement, on avait le projet de il faut que Bongo parte, c'est ce que nous disons. Et c'est ce qu'on continue à dire aujourd'hui. Mais il n'y a pas quelque chose qui se prépare, soit au niveau de la discussion, au niveau de l'apprentissage de discussion entre les gens différents. Mais rien n'est appris, chacun de son côté. Vous voyez, ouvrez l'Internet, tout ce qu'il y a là-dedans, on s'insulte. Mais on ne prépare pas une famille en s'insultant. Donc nous ne sommes pas encore sortis de cette mentalité qui veut que nous instaurions dans notre pays un système démocratique. Ça veut dire un système de démocratie participative. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on ne prend pas de décisions pour les gens sans que ces gens-là aient participé à la décision. Donc nous ne sommes pas encore, tant qu'on n'est pas là encore, pour moi ce n'est pas ça. Vous avez été, rappelons-le à tous les compatriotes, maintes fois candidat à l'élection présidentielle au Gabon. Vous proposiez une politique qui, pour bon nombre de Gabonais, était irréaliste. Avez-vous eu justement l'impression à cette période-là de n'avoir pas été suffisamment compris? Bon, je ne veux pas donner la faute aux autres. Vous savez, j'ai enseigné... lorsque les élèves ne comprenaient pas, je ne disais pas que les élèves étaient bêtes, parce que j'ai eu la chance d'être professeur d'une classe de CM2 qui n'était composée que des premiers de classe qu'on avait pris partout. Alors je ne pouvais pas donc dire à un enfant qu'il était bête, mais je me mettais plutôt en cause. Je me disais, ils n'ont pas compris parce que je n'ai pas bien expliqué, je n'ai pas encore suffisamment expliqué. Peut-être n'ont-ils pas compris parce que je n'avais pas suffisamment expliqué et je continue à le faire, mais faut-il encore que les gens écoutent, il faut qu'on écoute, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui écoutent. Chacun veut dire une chose, mais qu'il ne connaît pas bien, parle d'une expérience qu'il ne connaît pas bien, croit que parce qu'il a découvert un coin du Gabon, et il croit que c'est lui qui est le premier à le découvrir. Il n'y a pas encore cette humilité qui sait reconnaître qu'on n'est pas forcément les premiers dans un domaine où on le croit. C'est une attitude d'adolescent qui, lorsqu'il découvre les couleurs du ciel, il ne s'imagine pas que d'autres ont vu ces couleurs-là. Donc, s'ils n'ont pas compris, il y a des gens qui ne comprenaient pas parce qu'ils avaient mauvaise volonté. Il y a d'autres qui ne comprenaient pas parce que des gens venaient les embrouiller. Et puis il y a des gens qui ont compris aussi, mais qui sont là, vous savez, les gens de bien n'aiment pas le bruit. La vérité n'aime pas le bruit, mais elle pénètre comme l'eau inonde la terre. En s'infiltrant, évidemment, à sa manière. On ne peut évoquer votre parcours politique, Monsieur le Président, sans évidemment évoquer un passage tout aussi important, qui a paru important pour l'ensemble des Gabonais et qui garde ce moment encore à l'esprit. Il s'agit du boycott, votre boycott qui a évidemment fait parler de lui alors que vous pouviez bénéficier, disait l'ensemble des Gabonais, d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale à cette époque-là. Vous aviez véritablement des raisons valables pour adopter cette position? Justement, le boycott a été fait pour des raisons précises, mais il y a un groupe de gens qui s'est attelé à embrouiller les esprits des gens pour que les gens ne comprennent pas. Alors je ne vous pose pas la question, je vous dis ceci. En 1990, j'ai fait le boycott, j'ai même déjà écrit quelque chose là-dessus, vous voudrez bien lire. 90, boycott. 92, nous organisons une grève générale qui a été suivie. 93, nous sommes élus à la présidentielle. Après 93, 96, nous gagnons les municipales à la mairie. Est-ce que vous croyez que si le boycott n'avait pas eu lieu, vous croyez qu'on aurait eu tout ça? Le boycott, pour moi, mon but c'était crédibiliser le parti politique. Il fallait qu'on comprenne que nous ne sommes pas là pour avoir des places.
que nous sommes là pour apporter un changement. Cela veut dire partir d'une situation à une autre meilleure. Et c'est ce qui nous a crédibilisés. Vous avez constaté vous-même. 90, on avait dit voilà, le RPG a fait le boycott, c'est des traîtres, et ils nous ont empêchés d'avoir la majorité. Donc, personne n'aurait voté le RPG, mais en 93, nous avons gagné massivement. Cela veut simplement dire que nous avons été crédibilisés par le boycott qui a montré aux yeux du monde entier que nous ne travaillions pas pour avoir des places, que nous voulions d'abord mettre en place un système des élections organisées dans la transparence. Et c'est ce qui a fait que nous avons été crédibilisés après. Maintenant, les autres peuvent faire leur interprétation, mais sinon, ça n'a pas de sens. On a bien considéré également que c'était une tactique politique. Bien sûr, il y a toujours une tactique politique. Justement, la tactique politique, c'était vraiment d'être crédibilisé. Comment montrer à l'opinion nationale? Nous avions déjà 23 élus. Comment montrer à l'opinion nationale et internationale que même si nous avions des élus, que nous n'étions pas d'accord même de la manière dont ces élus ont été élus, et que nous mettions cette façon, on la mettait en cause. Et c'est ce qui a fait que ceux qui ont compris se disent, ben, là, c'est sérieux, ce n'est pas des places, ce n'est pas des pouvoiristes, comme je dis, mais c'est des gens qui veulent un changement au Gabon. Voilà, le changement au Gabon que vous prônez depuis toutes ces années. Il y a eu également, justement, votre longue collaboration avec Feu Omar Bongo Ondimba, considéré également par beaucoup de Gabonais comme une trahison. Était-ce si facile de pouvoir collaborer avec Feu Omar Bongo Ondimba? Autrement dit, vos idées étaient-elles forcément bien perçues? Bon, alors, nous parlons français et il y a déjà ce terme de trahison. On l'emploie n'importe comment. Trahison, ça veut dire ceci. Vous avez décidé une chose avec quelqu'un, quelque chose de secret. Vous dites, nous gardons ça entre nous. Et puis, ne tenant pas compte de ça, vous révélez ce que vous avez tenu secret. En ce moment-là, on dit, on a trahi. Ceux qui parlent de trahison par rapport à moi, je suis à TV+, là. Ceux qui parlent de trahison par rapport à moi, c'est par rapport à quoi? Nous avions un programme. Nous avons travaillé pour ce programme-là en 1993, nous avons gagné. Posez-leur la question, ils ont voté Mbabosel en 93, et entre 93 et maintenant, ils ont voté combien de programmes? D'autres programmes. Alors, vous imaginez, vous êtes chef d'une file, vous marchez, et puis, quand vous tournez le dos, il n'y a plus personne. Qui a trahi? Qui a quitté l'idéologie? Qui a quitté l'école? J'ai toujours voté l'école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous. Depuis 1990. Que ceux qui disent à Mbabosel qu'il a trahi, disent combien de programmes ils ont voté depuis 1990. Et qu'ils s'examinent en conscience. On ne sait pas ce que veut dire les mots. Mais voilà le vrai sens de trahison. Il y avait un autre point de la question, la collaboration avec Omar Bongo. Était-elle si facile? Est-ce que vos idées pouvaient passer aussi facilement? Bon, alors je vous dis, il y a deux termes, deux expressions. Majorité présidentielle et majorité républicaine. Alors, si vous comprenez la différence, je pense que vous n'allez plus poser beaucoup de questions. Alors, lorsque je viens ici le 14 mai 1989, je rencontre M. Omar Bongo. J'argumente pour dire, Monsieur le Président, on ne peut plus continuer comme ça, un seul parti politique dans le monde moderne, c'est plus possible. Le Gabon, on va être regardé comme quelqu'un qui ne veut pas avancer. J'ai raisonné, j'ai argumenté, et puis il m'a dit, je suis d'accord avec toi. Maintenant, autour de moi, il n'y a personne qui veut du changement que tu proposes. Autour de moi, en 1989, autour de moi, il n'y a personne qui veuille le changement que vous voulez. Alors maintenant, pour que ça soit possible, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas rester à Paris et moi ici. Il faut que vous veniez donc pour m'aider à pousser dans le sens du changement. Et c'est comme ça que nous avons
conclu, on dit voilà, quand vous prenez des décisions qui vont dans le changement, dans le sens de ce que nous souhaitons, nous sommes là. Pour ce qui est propre au PDG, vous faites ce que vous voulez. C'est cette majorité qu'on formait autour de lui, parce qu'il n'avait personne, il n'avait aucun partisan du changement. C'est nous qui avons été autour de lui pour préconiser le changement. Alors, je peux vous dire en plus que ces gens-là, ils sont vivants. Bongo est parti. Ils vont vous répéter? Mais justement, Bongo est parti, il résiste au changement. Mais il faut, à côté d'eux, quelqu'un qui dit on doit aller là-bas et qui ait le courage de parler, de dire nous voulons aller là-bas. La transparence dans les élections, le partage du pouvoir. On ne peut pas faire un pays où un parti politique prend tous les postes de responsabilité. C'est qu'on continue à répéter. Mais il faut leur répéter ça pour qu'ils finissent par en tenir compte. Voilà d'ailleurs des fois je dis, par manière, c'est peut-être une galéjade, je dis, mais venez nous rejoindre dans la majorité pour pousser, parce que dans la majorité, il n'y a pas là-dedans ceux qui étaient les collaborateurs de Bongo. Personne d'entre eux n'était pour le changement. Alors, Bongo parti, il était quand même président. Quand il disait nous allons là-bas, on suivait parce qu'il était président de la République. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils n'ont jamais été partisans du changement. Voilà, dans la majorité présidentielle, c'était donc se mettre à côté de Bongo pour pousser dans le sens du changement, puisqu'il n'avait pas des partisans du changement autour de lui. Retenez ça. Et maintenant, la majorité républicaine. La majorité républicaine, c'est le vrai pays. Ça veut dire que organiser le pays de telle manière que la référence d'affectation à tel ou tel poste ne dépende pas, ne soit pas le parti politique ne soit pas la référence, ni la province. À partir du moment où un Gabonais a une compétence, on le met à sa place là. C'est ce que j'appelle la majorité républicaine, c'est-à-dire la majorité qui effectivement construit le pays. N'est plus là pour pousser dans un sens, mais la majorité qui construit le pays, qui dit voilà, tel est compétent, il est de tel coin, il est de tel parti politique, on lui donne la responsabilité. Ce qu'on lui demande, c'est le résultat. S'il n'a pas de résultat, ben on le met dehors. Voilà, la majorité républicaine veut que tous les Gabonais soient utilisés avec leurs compétences. Mais nous nous apercevons aujourd'hui que beaucoup de Gabonais compétents sont mis de côté, ils ne font pas le travail qu'ils voudraient faire, qu'ils pourraient faire. Et cela a été beaucoup plus observable depuis 2009, évidemment, ce que vous venez d'évoquer. 2009 qui a été perçu par la majorité des Gabonais, ou du moins par l'ensemble des Gabonais, comme une année plutôt douloureuse, alors qu'on espérait beaucoup de choses à plusieurs niveaux, une nouvelle espérance, plombée au fil des années. Êtes-vous de cet avis? Je vous assure, moi, je n'ai pas l'impression au niveau intellectuel que le Gabon ait bougé. Moi, depuis 1993, on a arrêté l'élan. Bon, le parti au pouvoir a gardé ses habitudes. Bon, quelqu'un qui était autour de Bongo, et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils n'étaient pas pour le changement. Mais c'est tout à fait normal qu'ils continuent dans le sens où ils avaient travaillé quand Bongo était là. Moi, je ne m'étonne de rien. Je ne fais pas de l'opposition à ce moment-là, je fais l'analyse. Je dis maintenant, voici l'analyse. Un parti qui occupe tout. Ce n'est pas possible. À partir du moment où je parle du président de la République jusqu'au dernier chef de village, tous sont des mêmes partis politiques. Je dis, le débat est clos. Alors, on n'a pas besoin d'être opposant, ni d'être de la majorité, mais quelqu'un qui a le bon sens sait très bien que dans un village, dans le village fan, mais tout le monde ne peut pas jouer du tam-tam, tout le monde ne peut pas chanter, tout le monde ne peut pas faire la pêche. Il y a des spécialités, à partir du moment pour faire grandir le village, on prend les gens qui sont capables. Ce n'est pas encore le cas. Je continue à dire ce que je disais à Omar Bongo, il faut changer. Il faut utiliser tous les Gabonais qui ont des compétences, indépendamment de leur parti politique, de tout ce que vous voulez, de leur religion. Voilà une situation qui, évidemment, crée le surplace, fait en sorte qu'on n'observe pas forcément les avancées, même si ces avancées, on les clame dans tous les discours politiques. Laissez-moi maintenant de faire une boutade.
Je dis, voyez, nous sommes dans un village où on fait la pêche. Donc, alors, on a mis un barrage. Enfin, on dit mur, je ne sais pas si vous savez ça. Exactement. Enfin, on dit, pour que le mur se casse, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Voilà, juste nous sommes là devant le mur. Ce mur-là ne se casse pas. Mais venez pour que le mur se casse, pour que le mur se rompe. Mais si, quand nous sommes là, comme je suis à la majorité, c'est pas pour profiter de quoi que ce soit. Je suis là, je dis, il y a des gens qui ne veulent pas du changement dans ce pays. C'est absolument inutile que j'aille parler derrière eux pour dire, voilà, on fait l'opposition. Je dis, je préfère m'asseoir avec eux autour d'une table. Et on pousse. Il faut qu'ils entendent ça tout le temps pour dire, ça ne va pas. Voici les solutions. Et alors, à ce moment-là, pour moi, ça paraît plus efficace que d'aller faire un meeting en disant, pour dire, ça ne va pas depuis 2009. Quand vous avez fini de dire ça, on dira, oui, l'opposition parle, il fait son devoir, mais l'opposition c'est pas le devoir de s'opposer. L'opposition participe au changement d'un pays. Quand l'opposition contredit, ça veut dire qu'elle propose une idée positive dans le pays pour dire, vous faites ça, c'est peut-être bien, mais moi je propose mieux. Nous sommes simplement, on est encore à la situation où on dit, je vais prendre la place d'un tel ne doit pas être là. Je dis, moi, je n'ai plus rien à prouver. J'ai battu Bongo une fois. Si la chose n'a pas été appliquée, ça veut dire que le système n'avait pas changé. Le système reste le système qui ne veut pas qu'il y ait alternance. Il reste. Alors, si on tourne le dos à ce système-là, on parle seulement enlever les gens, enlever tel, mais le système est là en place. Ça ne peut pas changer. Ça ne peut pas changer. Donc, il faut la réflexion. Et j'ai dit, l'objet de la boutade, c'est que venez nous trouver dans la majorité pour pousser, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, que tout le monde pousse dans ce sens-là pour dire un seul parti ne peut pas occuper tous les postes du sommet à la base. Il faut que tout le monde dise ça, qu'on tienne le même langage. Alors, c'est ça pour moi la raison d'être dans la majorité. Je ne gagnerai dans la majorité, pas plus que je peux gagner quelque chose dans l'opposition, mais je me place là où je pense être le plus utile pour le pays, pour que les choses avancent. Et si je n'étais pas venu à côté d'Omar Bongo pour lui dire, Monsieur le Président, je lui expliquais, il comprenait, il n'aura pas eu de changement, ça je vous assure. Il n'aurait même pas eu ce semblant de multipartisme qu'on a. Voilà. Et ça, on peut le mettre évidemment sur votre compte pour avoir participé, évidemment. Monsieur le Président, nous allons on va évoquer un peu les chiffres, puisque nous sommes là sur le plan purement économique, avec les recettes pétrolières estimées à plusieurs milliers de milliards. On parle de 15 000 milliards entre 2010 et 2014. Quelle est selon vous la cause du sous-développement, alors même qu'on a ces recettes que le pays engrange? La cause du sous-développement, c'est l'égoïsme. J'ai l'impression que le Gabon perd la tête lorsqu'il voit, le Gabonais perd la tête lorsqu'il voit l'argent. Il y a encore une espèce de relation incestueuse entre le Gabonais et l'argent, qu'il soit au pouvoir ou qu'il soit dans la majorité. Nous avons suffisamment d'argent. Je vous le répète, ce n'est pas un rêve. Nous avons suffisamment d'argent pour envoyer tous les enfants à l'école sans payer. Nous avons suffisamment d'argent pour soigner tous les Gabonais sans payer. Nous avons suffisamment d'argent pour donner un toit à chaque famille gabonaise. Nous avons des moyens pour cela. Mais le problème reste que le Gabonais n'arrive pas à comprendre que l'argent, c'est pour travailler pour le bien commun. Il préfère aller mettre de l'argent dans des comptes en Amérique, en France, en Suisse, mais l'argent dont il ne profitera même pas parce qu'il y en a qui meurent et qui laissent les comptes là-bas. Pour moi, j'ai dit à TV+, ce n'est pas un rêve. Je prends un exemple. Je disais au président Bongo, Monsieur le Président, dans ce que je pourrais savoir, vous avez tous les ans
en tant que président de la République d'un pays pétrolier. Je n'avais pas tous les renseignements, mais le peu de renseignements que j'avais. J'ai dit, Monsieur le Président, vous avez 20 milliards par an d'argent de poche en tant que président de la République gabonaise, producteur qui produit du pétrole. Bon, j'ai dit 20 milliards. Si seulement vous faisiez ceci, vous, à votre âge, et le temps que vous êtes déjà au pouvoir, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous pouvez prendre sur ces 20 milliards de votre argent de poche sans compter le budget de l'État. Vous pouvez prendre 2 milliards, vous donnez ça à votre famille, pour vos enfants et tout ça. Mais les 18 milliards, vous donnez 2 milliards à chaque province. Et vous demandez à chaque province, vous vous réunissez là-bas, vous demandez, vous dites ce qui est le plus urgent à faire pour le bien de votre province. Donc, tous les ans, vous donnez 2 milliards de votre poche, 2 milliards à chaque province, ça fait 18 milliards. Et vous instituez ce que moi j'appelais, je le disais, ce qu'on appelle les chantiers du président. Ça veut dire, c'est un secteur où vous agissez personnellement avec vos biens, vos indemnités. Je lui ai proposé ça, je ne sais pas comment il a pris, il n'a pas réagi. Mais, et c'est ça. C'est ça que je dis. Qu'est-ce que moi, à mon âge, placé à cette place, mes 20 milliards, qu'est-ce que j'en ai à faire? Je dis voilà, moi, mon principe est de quand on passe quelque part, il faut laisser des traces. Il y en a qui disent oui, mais le budget était tel. Mais ce n'est pas le budget qui me fait laisser des traces. C'est ce que personnellement je peux fournir, je peux faire comme geste à la population, geste personnel, pour dire que voilà, Mbaba Soulou ou bien X ou a fait telle ou telle chose de sa propre poche. C'est ça que j'appelle des traces. Des traces, il en faut, évidemment. Et on se souvient que sur le plan social, et on aborde le plan social également, il y a eu les assises d'Angondjé, au stade d'Angondjé, les assises au cours de l'année 2013, que l'on appelait assises sociales, auxquelles le chef de l'exécutif a personnellement participé. On avait parlé d'une rallonge de l'enveloppe de la politique sociale du Gabon à hauteur de 250 milliards de francs CFA. Dans le même temps, les problèmes de logements sociaux se posaient, des tensions de plus en plus vives dans les administrations, plus de motivation de la part des travailleurs qui avaient évidemment abandonné la culture du résultat et le dialogue qui était évidemment interrompu. Comment expliquez-vous cette attitude? Peut-on la qualifier d'attitude désinvolte? C'est désinvolte si vous voulez, mais pour moi c'est de l'inconscience. L'argent appartient au Gabon. À partir du moment où il y a l'argent, il faut le mettre au service du Gabon. Vous me donneriez aujourd'hui 200 milliards. Je vous dis, je prends par exemple, je sais pas, les provinces que je connais bien comme dans le Goué-Vindo, le Wellington ou bien la Nyanga, je dis bon, première chose, je vais prendre ça pour construire tous les villages. J'appelle un architecte, je dis vous me faites un plan rationnel avec eau et l'électricité et des places publiques dans des villages. Je mets cet argent là-dedans. Pour moi, l'obsession est de laisser des traces. On dit Mbaba Soulou a fait construire des villages, pas des logements, c'est-à-dire des dortoirs. Le fan traditionnel ou le pounou traditionnel ne connaît pas les dortoirs où vous êtes à côté. Non, c'est-à-dire vous organisez l'espace du pays de telle manière que vous donniez un espace à chaque village. Et dans cet espace-là, construire des maisons adaptées au climat, adaptées à tous les lieux, à tous les espaces gabonais. 200 milliards, mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais on fait des plans. On dit voilà, si j'ai envie que il y ait 2300 familles gabonaises, je dis j'ai envie que chaque famille ait une maison. Je calcule, je dis bon, une maison ça peut valoir combien? Ça peut valoir 30-40 millions au village, dans un village, 40 millions. Je dis voilà, bon avec ça je peux faire ça. Par année je fais tant. J'ai dit au bout de 3, 4, 5 ans, il faut que chaque famille gabonaise ait un toit. Mais ça se fait.
Et ça se ferait vite. Et même, des fois, je n'ai même pas besoin de demander l'argent du budget. Je peux me demander à un pays comme le Canada, comme la France, vous allez me faire ça, cadeau, ils vont le faire. C'est de la coopération? Oui. Alors, je vous prends un exemple. Il y a un milliardaire américain qui est arrivé au Gabon, on m'a rapporté ça, qui voit un monsieur, qui dit, voilà, je suis venu pour reconstruire l'université Omar Bongo Ndimba. Je livre l'université clé à main. Je casse tout, puis je construis tout clé à main. Je ne vous demande rien, gratuitement. Alors, il aurait rencontré un fonctionnaire gabonais qui lui a dit, mais monsieur, dans tout cela, j'aurai quoi? Alors le gars, il a plié bagage, il est parti. Il dit, les Gabonais, c'est pas sérieux. C'est comme ça qu'ils travaillent leur pays. Quelqu'un lui amène un truc tout cuit et il dit, moi j'aurai quoi là-dedans? C'est pas possible. Mais dans tous les secteurs, c'est comme ça. Quand vous prenez la route Kougoulou-Medoune, c'est une route qui a été financée. Vous prenez Toum, Coco Beach, qui a été financée. Mais tu n'as pas besoin d'être de l'opposition pour dire on a financé cette route 2 ou 3 fois. Où est parti l'argent? Poser la question où est parti l'argent, c'est tout à fait honnête, c'est tout à fait normal. Mais qu'on ne dise pas quelqu'un qui dit voilà, on a investi beaucoup d'argent dans tel secteur, où sont les réalisations? Ce n'est pas l'opposition. C'est ce qu'on doit faire dans un pays. Il y a des inspecteurs de finances. Quand on a dit voilà, nous avons dépensé notre budget en concurrence de tel pourcentage, on dit, bon, voilà, très bien, mais alors maintenant, tel pourcentage, ça va être tant d'argent. On va sur le terrain voir. Est-ce que ça correspond à ce que vous dites? Si le travail fait ne correspond pas à l'argent dépensé, on va lui demander des comptes. Mais si on a peur de demander des comptes aux gens, je ne sais pas pourquoi. L'impunité. L'impunité. Il faut mettre fin à cela. C'est tout. Monsieur le Président, on va poursuivre justement pour des questions économiques encore. Vous, comme d'autres, dernièrement au Palais Léon-Mba, l'opinion nationale et internationale en a été témoin. Vous avez refusé la caution de la loi de finances 2016. Dites-nous pourquoi. Voyez, quand vous voyez que je prends une décision, dites-vous que je me réfère toujours à nos traditions. Ma mère était de Medoune. La tribu est Farp. Mon père est Sissis de Kango. J'ai vu comment les familles fonctionnent. On dit, mettons, le clan d'un tel envoie une fille en mariage. On doit parler, la famille doit se concerter. La première famille à se concerter, c'est la famille dont est née la fille, n'est-ce pas? Et quand on arrive en public, ces gens qui sont du même clan ne sont pas d'accord sur les décisions à prendre par rapport au futur mariage de la jeune fille. Mais moi qui suis d'un autre clan, qu'est-ce que je fais dans la tradition femme? Je dis, puisque vous ne vous êtes pas encore entendu, je vous attends. Je ne dis rien. C'est simplement cette attitude. Vous avez vu, c'est le PDG qui prépare le budget, le PDG, le gouvernement et l'Assemblée. Le gouvernement et l'Assemblée ne sont pas d'accord sur une certaine façon de faire. Parce que pour avoir laissé quelqu'un de leur exprimer son point de vue à l'Assemblée, ça voulait dire, pour nous, Cameroun n'est pas des bougnoules, ça voulait dire qu'ils n'étaient pas encore d'accord entre eux. Je dis simplement, moi je ne vote pas, soyez d'abord d'accord entre vous, et puis on verra. C'est tout à fait cohérent, ce n'est ni contre ni pour qui que ce soit, je dis, c'est le raison normal. Les gens qui sont les responsables dans un secteur, quand ils ne sont pas encore entendus, je dis, moi je m'abstiens de donner mon jugement, mais il faut d'abord qu'ils s'entendent. C'est logique ou c'est pas logique? Ça peut être logique dans une certaine mesure.
Pour moi, ça ne peut être que logique, c'est pas possible. Bon. Voilà. Monsieur le Président, cette situation a poussé les uns et les autres à s'interroger également sur le fait que, bon, la loi de finances 2016, elle a eu des problèmes pour passer, évidemment, mais on a parlé beaucoup plus de conformité de cette loi de finances avec les réalités du Gabon depuis 2009. Peut-on dire que les budgets votés ces années-là ont été conformes avec les réalités sur le terrain? Voyez, comme je vous ai dit, quand on vote un budget, c'est tant de milliards. J'ai dit, on doit voir sur le terrain les traces de ces milliards qui ont été dépensés. C'est ça. Le budget, c'est fait pour ça. Mais à partir du moment où on vote des milliards, parce qu'un milliard, ça se voit, il y a des traces d'un milliard. Si on ne voit pas sur le terrain les traces où aurait dû servir tant de milliards, il n'y a pas de traces. On dit, la gestion est mauvaise. C'est clair. Il faut demander des comptes à ceux qui ont géré ce budget. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça. Si ça n'a pas été... Nous avons vu, on fait des budgets, et puis on ne voit pas de traces. Il y a le budget d'investissement, le budget de salaire. Mais quand le ministre dit, mais oui, mais je n'ai rien pour travailler. Je n'ai que l'argent pour payer les gens. Budget de fonctionnement. Un ministre ne travaille pas avec seulement un budget de fonctionnement. Un ministre travaille avec un budget d'investissement. Quand vous faites votre budget, vous dites, voici, on sait déjà d'avance combien dans tel département ministériel, il y a des gens à payer. Il y a le ministre et puis le fonctionnaire, enfin tout ça. Et puis, il a fait un projet, des choses qu'il a envie de réaliser dans son secteur. Donc, il dit, voilà, pour tel ou tel secteur, j'ai besoin de temps. On lui accorde ça. Et à partir du moment où il a l'argent, il doit travailler. Pour moi, la chose serait simple. Il dit, vous demandez tel argent, bon, ce qui est le fonctionnement, ça c'est une chose, ça c'est automatique. Mais ce qui est d'investissement, vous avez demandé d'investir dans tel ou tel secteur. Voici l'argent, on vous donne l'argent, vous gérez votre argent et on vous demandera le compte à la fin de l'exercice. C'est tout. Mais pourquoi quelqu'un est responsable d'un secteur? On ne lui donne pas la responsabilité jusqu'au bout. C'est ça que je n'arrive pas à m'expliquer. On doit lui donner l'argent qu'il a demandé pour travailler dans tel ou tel secteur. Maintenant, quand il a cet argent, s'il ne réalise pas, il y a des inspecteurs, voilà, tel, vous avez reçu tel, et voici le travail que vous avez fait sur le terrain. Ça ne correspond pas à l'argent que vous avez reçu. Allez, vous êtes puni. C'est simple. Pour moi, ça paraît évident. Alors, cette situation peut évidemment entraîner des conséquences. Mais des conséquences, moi je sais pas ça. Normalement, si on agit comme ça, chacun sait qu'on agit comme ça. C'est comme ça que le changement peut commencer à démarrer. Mais aussi longtemps que, bon, on sera dans la situation, je peux avoir de l'argent, que je travaille ou pas, bon, ce sera toujours la même chose. On ne peut pas avancer, on tourne en rond. On travaille toujours un peu avec la peur du gendarme. S'il n'y a pas la peur du gendarme, il n'y a rien. Voilà. La peur du gendarme. Mais justement, Monsieur le Président, vous avez fait partie depuis pas mal de temps déjà partie de la majorité présidentielle. La première question, dans cet aspect, républicaine, pardon, dans cet aspect de la question, il y en a deux. Alors, avez-vous été associé, on parle d'être associé aux prises de décision, puisque finalement, on se souvient que le 4 décembre dernier, la Cour constitutionnelle a donné des signes de sa crédibilité, des signes de crédibilité depuis sa création. Vous avez entendu parler de ces ordonnances. Qu'en pensez-vous? La Cour constitutionnelle fait son travail, mais il n'y a rien de particulièrement extraordinaire que la Cour constitutionnelle dise que ça, ce n'est pas conforme aux lois de notre pays. Je ne vois pas pourquoi on en fait un débat particulier. Vous pouvez très bien avoir un gouvernement qui propose des lois, qui a des amis à la Cour constitutionnelle qui disent oh non, cher ami, ça ne correspond pas aux lois, il faut revoir ça. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Rien. Autrement dit, Monsieur le Président, la Cour a agi dans les règles de l'art. Tout à fait. Si la Cour dit que ça ne correspond pas aux lois, ce n'est pas parce que ça aurait déstabilisé X ou Y, ce n'est pas mon problème. Je dis, est-ce que la Cour a lu le droit? Si la Cour a lu le droit, je dis,
Bravo. Un bravo qu'on réitère ici à la Cour constitutionnelle. C'est pas nous, c'est Monsieur le Président qui fait un bravo à la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président, nous allons évoquer un autre aspect de la question avant d'aborder l'actualité brûlante. Il y a cette épineuse question liée à la persistance des phénomènes pas forcément bien connus dans les communautés gabonaises, les crimes dits rituels. Vous êtes à la base, prêtre. Pouvez-vous justifier de telles atrocités? Autrement dit, quel est le remède face à cette situation, entendu que le dernier fait en date, c'est cette jeune lycéenne qui a été retrouvée ligotée dans la ville d'Oyem. Bien. Première chose, pour la sécurité dans le pays, la première mesure de sécurité dans le pays, c'est d'envoyer tous les enfants à l'école. Ces enfants sont à l'école, ils sont bien occupés et ils sont protégés à l'école. Mais à partir du moment où vous avez des jeunes filles qui n'ont pas été à l'école, qui traînent à la maison et qui n'ont pas de travail, écoutez bien, qui n'ont pas de travail, vous condamnez ces filles à la prostitution. Et quand les filles sont dans la prostitution, elles se laissent entraîner par des garçons, même inconnus, c'est-à-dire, pourvu que je gagne l'argent. Vous voyez déjà, il y a là déjà une responsabilité de l'État. Les enfants qui traînent, parce qu'ils ont pas été à l'école et qui n'ont rien pour vivre. Elles apprennent la prostitution, qui est d'ailleurs aussi masculine. À partir du moment où nous avons cela, comme je vous ai dit, première décision, tous les enfants à l'école, ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, on les envoie au service militaire agricole. Il faut organiser le pays pour que les jeunes y vivent normalement, sans se prostituer de quelque manière que ce soit. Le service militaire obligatoire pour les filles et les garçons. Ils doivent y passer peut-être 2 ans. Et on leur donne l'occasion d'apprendre des métiers. On leur donne l'occasion d'apprendre à travailler, à gagner son pain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a la sécurité. Vous voyez, quand j'étais maire de Libreville, j'avais demandé de créer une police municipale. On avait cru que Mbabos voulait créer des milices. Une police municipale qui a des moyens, elle couvre la ville pour la sécurité. Et c'est très important. Alors, si la ville n'est pas couverte par la sécurité, vous avez toutes sortes d'actes délictueux qui vont se poser. C'est ça le cas actuellement. Je continue à dire qu'il y a des crimes, j'appelle des crimes de sang. Les crimes de sang se produisent parce qu'il n'y a pas une surveillance particulière, une surveillance bien suivie de la ville. Vous vous promenez en ville, bon, il y a des coins qui sont dans l'ombre, vous avez dans les quartiers, vous n'avez aucune sécurité dans les quartiers. Alors que d'autres pays, ça s'organise. Mais la sécurité, c'est d'abord une volonté du pouvoir. Il dit, je veux que mes gens soient en sécurité. Et on s'organise pour ça. Alors, à mon sens, la sécurité dans les quartiers n'est pas organisée. Le problème assez souvent posé pour ce qui est de la sécurité par les forces de défense ou les forces de l'ordre, c'est bien le caractère récurrent de l'évocation de l'absence de moyens véritables pour accomplir les missions qui sont les leurs. Qu'en pensez-vous? Est-ce là une façon pour le pouvoir de démissionner face à ses responsabilités? Comme je vous ai dit, le pouvoir doit d'abord vouloir. Je vais vous citer une anecdote que j'ai vécue à la mairie. J'ai réuni la police, l'unité de police qui était affectée à la mairie. Je leur dis, mais comment ça se fait que, bon, il y a ce banditisme-là? Je dis, monsieur le maire, mettez-nous à l'épreuve. Vous allez voir ce qui va se passer. Bon, il y a quelque chose qui a été volé à la mairie. J'ai appelé les responsables. J'ai dit, quelque chose a été volé, il faut que vous me découvriez cette personne.
Je leur donne la mission à 8 heures. Et à midi, ils avaient la personne. Ils m'ont dit, monsieur le maire, voyez-vous, le problème que nous vivons, nous, la police, c'est qu'on vous donne une mission. Et lorsque vous exécutez cette mission, arrivez à un niveau, on va vous dire, arrête, va faire ailleurs. C'est ça le problème de la police. Sinon, la police est bien formée. Et il y a peut-être des spécialisations, la police scientifique, enfin, etc., à faire. Si on a besoin de ça, on forme les policiers. Mais nos policiers, je vous assure, moi je les ai vus à la mairie, ils sont formés. Si vous leur demandez de faire une enquête jusqu'au bout, ils vont découvrir. Seulement, évidemment, il faut faire en sorte que ceux qui sont au pouvoir ne soient pas impliqués dans telle ou telle recherche, évidemment. Dès qu'on découvre quelqu'un qui est haut placé, en général, on arrête. Et puis les policiers, ils sont découragés. Ils disent, bon, ils n'ont qu'à faire. Bon, voilà. Découragés ou intimidés, monsieur le président? Les deux. Découragés, intimidés. Si moi je fais, je risque de perdre ma place, on risque de me renvoyer. Bon, je laisse. C'est comme ça. Et ainsi se retrouvent les populations laissées, semble-t-il, à l'abandon au regard des faits qui sont récurrents au niveau du territoire national. Monsieur le Président, les questions de l'actualité, les questions brûlantes. D'abord, première chose, comment se porte le rassemblement pour le Gabon aujourd'hui? Le rassemblement se porte bien dans ses idées. Les idées sont là toujours. Je vous le donne toujours, ça ne change pas. Alors nous définissons quand il y a nécessité de définir, quand les gens s'embrouillent, on revient comme nous sommes revenus sur le changement, parce que tout le monde utilise le changement. Nous avons donné notre définition qui est le changement est le passage d'une situation à une autre meilleure. Il faut qu'on sache, quand on parle de changement, ce qu'on dit. Nous nous identifions à cette définition. Passage d'une situation à une autre meilleure. Autrement dit, les démissions constatées ces derniers temps ne vous affligent pas du tout, ne vous ont pas ébranlé? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis même indifférent. J'aime pas trop parler des gens qui nous ont quittés. Je suis indifférent. Vous savez, quand vous avez un objectif à poursuivre, ça, c'est des choses, je dirais, secondaires. Et ceux qui sont fatigués, on les laisse, quoi, c'est tout. Mais ça ne m'affecte pas du tout. La preuve, c'est que je continue à dire les mêmes choses. Voilà. Sont-ils fatigués parce que la route est longue ou autre chose? Ils sont fatigués, certains, parce que la route est longue. Ils sont fatigués aussi parce que certains ont bénéficié des biens du parti. Ils ont cru que c'est eux qui étaient seuls, qui devaient toujours avoir des avantages. Quand on leur a dit, bon, vous cédez la place à quelqu'un d'autre pour qu'il en profite aussi, ils ont dit, ah non, moi je ne peux plus vivre comme ça, je préfère aller chercher ailleurs. Autrement dit, une élite qui se renouvelle au sein du RPG. Bien sûr, les jeunes sont là. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous allons poursuivre. Les jeunes et les vieux sont là. Voilà. Les jeunes et les vieux, vous concédez à ce qu'il faut travailler avec toutes les générations, les jeunes et les vieux, et non pas faire du neuf sans les vieux, bien entendu. Comment peut-il en être autrement? Comment on peut dire on travaille qu'avec les vieux, on travaille qu'avec les jeunes? Mais c'est impensable. Moi, je travaille avec l'histoire. J'ai dit, bon, je prends toujours l'exemple de chez moi, j'ai à me donner là-bas, il y a des vieux, il y a des jeunes. Mais moi, je suis à l'école de tout le monde. Je vous assure qu'il y a des vieux qui seraient capables d'être ministres. Mais peut-être même des vieux illettrés. Parce qu'ils ont développé leur bon sens. Parce qu'avant tout, exercer une responsabilité, c'est d'abord savoir utiliser son bon sens. Vous avez des jeunes qui sont mis à l'école primaire, qui vous font des théories politiques, mais vous êtes étonnés. Alors, tout ça, c'est la richesse du pays. Si tu mets de côté les vieux, les jeunes, voilà justement quelque chose qui va contre la majorité républicaine. La majorité républicaine veut qu'on utilise tout le monde. Mais à partir du moment où on dit ça on utilise, cela on n'utilise pas, ça veut dire qu'on n'est dans aucune majorité. L'opposition aujourd'hui, Monsieur le Président, connaît des fortunes diverses avec des camps clairement tranchés
pensez-vous, comme d'autres, à son union absolument pour parvenir vers l'alternance au pouvoir? Bon, alors, j'ai soulevé d'abord un problème qu'ils sont en train de soulever, auquel je me suis trouvé face, c'est le problème de candidature unique. On ne peut, on demande toujours en Afrique que l'opposition s'entende pour pouvoir arriver au pouvoir. Mais c'est irrespectueux pour l'Afrique, à mon sens. Est-ce que vous imaginez, en France aujourd'hui, il y a dans l'opposition le Front National et les Républicains. Est-ce que vous voyez qu'on dit aux Républicains, au Front National, voilà, vous voulez prendre le pouvoir et pour faire partir ceux qui sont au pouvoir, vous devez d'abord vous entendre, choisir un candidat unique. Est-ce que vous concevez ça? Il y a en Afrique où on dit il faut que l'opposition s'unisse pour pouvoir accéder au pouvoir. C'est-à-dire, c'est de l'irrespect, c'est tout. C'est-à-dire, puisque vous n'êtes pas capable de choisir, mais entendez-vous, ça ne se fait dans aucun pays, première chose. Deuxième chose, on arrive aux candidatures. Pourquoi j'ai cédé en 2009? À partir du moment où on n'avait pas de candidature unique. Alors, tout ce que j'ai dit à mes amis, moi, ça ne me concerne plus. Parce que dans la tradition Fan, je n'ai jamais entendu dire qu'une jeune fille qui avait 10 prétendants et qu'elle dise à ses prétendants, allez vous entendre pour me dire celui que je dois choisir. Je dis, ça va contre mon sens. Alors, à partir de ce moment-là, je n'étais plus concerné. J'ai dit, bon, écoutez, moi je suis plus concerné. Vous choisissez le candidat que vous voudrez, moi je vous appuierai, mais pour moi c'est tout à fait à côté. Même s'il y a 1000, le Gabonais doit être formé de telle manière qu'entre 1000, il soit capable de choisir un. Mais l'élever dans cette histoire que l'opposition s'entende pour une candidature unique, moi j'ai dit, c'est idiot. Ça ne tient pas. C'est-à-dire, vous n'êtes pas capable de choisir. On entend des gens qui disent, oui, l'opposition, allez vous entendre pour nous amener un candidat unique. Enfin, ça ne va pas. Vous allez mettre tel avec un tel. Vous savez l'antagonisme qui existe entre les deux. Qu'est-ce qui va céder à l'autre, la belle fille qu'il désire? Il ne pourra pas. Donc c'est moi qui dois être suffisamment éclairé pour dire, voilà tel est fait comme ça, voilà le discours, voilà le programme, voilà les traces, voici s'il a occupé telle ou telle fonction, voici ce qu'il a laissé, s'il n'a rien laissé, voilà je sais, à ce moment-là, je peux choisir en connaissance de cause. Ils voient tous les Gabonais vivre. Ceux qui sont au pouvoir, ils savent qui a fait quoi. Est-ce qu'ils ont besoin de dire candidature unique? Qu'ils choisissent celui dont ils pensent qu'il a travaillé, il est capable de travailler. S'ils ne savent pas, ça dit, ils ne sont pas mûrs. Il faut leur expliquer. Voilà. C'est l'occasion justement ici de le leur expliquer par votre voix, bien entendu, Monsieur le Président. Alors, vous faites un travail de fourmi sur le terrain depuis un certain temps, on va dire quelques années encore. Et vous êtes sur le terrain, vous rencontrez vos compatriotes sur l'ensemble du territoire national. Vous sentez-vous face à ces nombreux Gabonais de plus en plus qui ont soif à ce changement. Alors, je vous pose la question directe et face à ce que vous venez de dire. 2016 approche, serez-vous candidat ou pas? Jeune homme, vous connaissez comment fonctionne le RPG. Le RPG est un parti qui a des statuts. On choisit un candidat à l'occasion du congrès. Donc, demander à un RPGiste s'il sera candidat ou pas aux prochaines élections, ça va contre nos statuts. On ne peut pas répondre à la question. Ça, c'est une chose. Et puis, moi, j'ai été candidat plusieurs fois. Je n'ai pas été candidat sur ma propre volonté. On m'a dit, présente-toi. Parce qu'on m'a dit de me présenter, je me suis présenté. J'ai dit, je ne prendrai aucune initiative. Si on me dit rien, je ne fais rien. Si on me dit de faire quelque chose, je dirais, bon, alors, maintenant, vous êtes venu me prendre dans mon couvent. J'étais dans mon couvent. J'étais très bien là-bas. Je suis venu. Et quand je suis sorti du couvent pour venir parler au Gabon,
Ce sont ceux qui sont venus me chercher dans mon couvent qui se sont mis à me combattre. Je dis, alors, comment vous expliquez ça? Je dis, moi, je ne peux pas comprendre. Vous m'avez appelé une fois, deux fois, je viens et puis vous me combattez. Et vous continuez à me combattre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez me demander? Si vous me demandez quelque chose, je dis, avant que je ne donne mon point de vue, d'abord un contrat. Je ne marche pas avec quelqu'un sans un papier signé. Avec Bongo, j'avais un papier signé, la majorité présidentielle. Avec Ali, nous avons signé un papier, la majorité républicaine, mais ni ce papier, le premier ni le deuxième, n'a été respecté. Bon, moi, je dis, voilà, j'ai signé un papier, le papier n'est pas respecté. Moi, je veux un contrat. Qu'on ne vienne pas me dire, voilà, est-ce que tu veux être candidat? Je ne veux rien être, je ne suis candidat à rien. Mais si on me demande quelque chose, ben, je verrai ce qu'on me demande. À ce moment-là, nous allons faire un contrat. Monsieur le Président, on parle de plus en plus d'un dialogue qui serait indispensable à ce jour pour que toutes les forces vives de la nation se retrouvent autour de la table. On parle de ce dialogue inclusif. Vous y croyez? Ben, moi, je crois au dialogue. Je crois au dialogue. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça si on veut que le pays avance. Mais il ne peut pas avoir de dialogue lorsqu'on est en train de s'insulter publiquement ou secrètement. Vous savez, j'ai préparé la conférence nationale avec Bongo d'abord pendant 3 ans dans le secret. Alors, tous les tracts que j'ai écrivés contre lui, on a dit, on arrête les agressions. Depuis 86-7, il était entendu qu'on arrête les agressions. On a discuté. On a discuté, et puis on a commencé à s'apprécier, comprendre, chacun comprend le point de vue de l'autre. Alors, en ce moment-là, tiens, on peut discuter. Mais le dialogue, ça se prépare. Vous imaginez quelqu'un qui s'est séparé de sa femme pendant 2-3 ans, mais pour que cette femme revienne, mais il faut la discussion, il faut faire des concessions, il faut expliquer l'histoire. Mais actuellement, l'histoire n'est pas expliquée. On continue à s'insulter. Mais quel dialogue? Tu veux quelque chose et son contraire. Actuellement, je ne vois pas comment on peut aboutir au dialogue. Mais moi, je dis, je parle avec tout le monde. Même ceux qui me citent. Moi, j'ai été entraîné à cela, je parle avec tout le monde. J'ai autant d'amis dans la majorité. C'est au PDG que j'ai même plus d'amis que dans l'opposition. L'opposition, je pars. Au niveau des leaders, je n'ai pas beaucoup d'amis là-bas, mais au niveau du PDG, les gens, je leur parle franchement. Quand je dis, votre parti, vous avez fait ça, c'est vous qui êtes responsable. Il ne faut pas dire, voilà, est-ce que c'est le PDG? Je dis, quand on est chef, c'est le chef qui est responsable de tout, du bien et du mal. Il faut accepter ça. Et c'est vous qui avez le pouvoir changer, le pouvoir amorcer les dialogues et tout ça. Il ne faut pas que ça vous soit imposé de l'extérieur. Et aux uns, je dis, mais la conférence nationale, parce qu'on voit très bien sous-entendu, on va faire une nationale non violente, puis un dialogue inclusif. On voit très bien. Qu'est-ce qui convoque le dialogue, la conférence nationale? C'est le président de la République. Mais le président de la République n'est pas naïf pour ne pas savoir qu'ils veulent faire la conférence nationale pour que pendant la conférence, il la transforme en conférence souveraine et puis ils veulent me mettre à la porte. Il ne peut pas convoquer. C'est pas possible. C'était juste ce même que je dis, pour que notre conférence soit un succès. Il ne faut pas qu'on parle de prise de pouvoir. Nous parlons du Gabon. On dit, voici ce qu'on veut. Voici les problèmes qui se posent chez nous. Voici les solutions possibles. Voici les gens qui peuvent assumer des responsabilités. Là, tout le monde est tranquille. Mais dans la situation actuelle où on s'insulte, on dit, allez, tel à la porte, tel à la porte. Il ne peut pas. C'est le président de la République qui convoque la réunion. Si il sait que c'est une menace, c'est un piège qu'on lui tend, mais il ne peut pas. Et personne ne peut lui obliger, constitutionnellement. Voilà.
Personne ne peut obliger au président de convoquer obligatoirement une rencontre exclusive. Monsieur le Président, je m'en vais vous poser une question qui va peut-être être indiscrète ou elle peut vous gêner ou vous pouvez évidemment bien l'apprendre. Alors, quels sont les rapports avec les leaders que je m'en vais vous citer? Zakari Mboto de l'Union nationale, Jean Eyegendon, Jean Ping, Luc Bongonensi, Jacques Adiayeno, Jean de Dieu Moukani Iwangu, Pierre Claver Maganga Moussavou. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Nous n'avons pas beaucoup de rapports, mais je sais que j'ai toujours considéré Pierre Claver Maganga Moussavou comme mon petit frère. Sa femme est à l'Assemblée, nous sommes en très bon terme. Je lui demande toujours les nouvelles de son mari et de ses enfants. J'aime bien leurs enfants. Ils ont fait de beaux enfants. Il y en a un qui travaille dans une banque, eh bien. Zakari Mboto, pas vraiment de relation, mais avec Zakari Mboto, je suis, il est mon aîné de 1 ou 2 ans. C'est très courtois. Quand on se rencontre, on appelle nos souvenirs de Bessieux. Et dès qu'on est arrivé à Bessieux, on oublie tous les antagonismes. Donc, avec Adiayeno est très courtois. Quand je le rencontre, on se dit bonjour comme des frères, comme les gens de même province, mais on ne discute pas de politique. Qui est encore bon quand Jean Ayerondon, c'est les gens qui m'ont le plus combattu. Il reste dans cette position. Moi, je reste dans mon côté, dans mon coin. Et Ayerondon, il n'y a pas aucune relation. Aucune rancune non plus? Moi, je n'ai rancune envers personne. Mais je ne sais pas aller lui poser la question. On la lui posera. Oui, alors non, moi je n'ai pas. Non. Mais je n'ai pas de relation avec lui, aucune. Qui encore. Je ne le connais pas, c'était un plus jeune, je ne le connais pas. Je ne me suis jamais trouvé en face de lui. Oui. Qui encore? Jean Ping. Jean Ping. Jean Ping est un homme très courtois. Je suis resté toujours courtois avec lui. Quand on était au gouvernement, et quand il va dans les coins, je ne connais plus le monde, je dis, voyez, vous devez bien l'accueillir, parce que je me suis battu pour que tout le monde puisse s'exprimer librement. Alors, si vous empêchez quelqu'un de s'exprimer librement, chez moi, c'est-à-dire vous tuez le travail pour lequel je m'étais consacré pendant des années. Luc Bongonensi? Luc Bongonensi, c'est mon cousin. Alors, enfin, je sais pas, j'ai pas tellement envie de dire ça à la télévision. Mon frère, oui, mon frère, je ne sais pas comment il me regarde. Je ne suis pas sûr que mon frère se souvient que je suis son frère lorsqu'il parle de moi. Mais c'est mon frère. Monsieur le Président, nous tirons à la fin de cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder ici, précisons-le, dans votre bureau, un bureau plutôt sobre pour quelqu'un qui a autant de choses à faire et qui travaille beaucoup, ainsi que vous pouvez le constater derrière nous. Il y a effectivement ce combat qu'a mené un homme, André Mbaobam, que vous avez bien connu et qui s'en est allé au courant de cette année, c'était en avril dernier. C'est un homme que vous avez côtoyé. Quelle est la meilleure image que vous gardez de lui et la pire des images que vous gardez de lui? Non, je ne dirais pas la pire des images. Bon, alors, d'abord, j'exprime vraiment, devant les EFAC, j'exprime mes regrets qu'il y ait eu tant de bruit à Meduna sur la mort d'un Bobam, tant de contradictions. Je suis de la famille. Je puis vous dire que beaucoup de gens de la famille se sont dit, puisque l'Union nationale veut prendre le pouvoir même dans notre famille, ils n'ont qu'à faire. Il y a donc eu une sorte de démission et je ne nous ont pas donné la possibilité, chacun avec ses différences, de pleurer notre parent. Pleurer le parent, ça veut dire la famille se trouvait. On dit voilà telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a pas eu cette concertation. Parce que nous en avons été empêchés. Un beau
c'était un garçon intelligent, travailleur. Et vraiment, je sais que à un certain niveau, il était le cerveau du PDG. Parce que très travailleur, il lisait beaucoup, s'informait beaucoup. C'était pour le PDG un atout au niveau du travail intellectuel. Il rédigeait facilement, et puis je connaissais. Bon, ben voilà, c'est quelqu'un de la famille qui est parti. Mais je dis aussi à mes amis de la famille, il ne faut pas s'identifier à un mort. Il a fait son temps, il a fait des choses bien, des choses qui ne sont pas forcément bonnes, mais on ne doit pas s'identifier à lui. Maintenant, il reste. Une fois il est parti, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas passer son temps à pleurer. Quelqu'un de mon cousin, il y en a un autre qui est mort hier soir ici chez moi, je n'ai même pas trouvé une place à l'hôpital. Quand j'ai dit, bon, puisqu'on n'a pas encore une place à l'hôpital, j'attends qu'on trouve une place. Il est mort là chez moi, un autre cousin. Donc, quelqu'un qui est mort, il est mort, on l'a bien enterré, mais nous, les neveux, nous avons encore des comptes à demander à la famille. Mais à qui on va demander? On va voir. Parce que là, ça s'est passé vraiment comme nous n'étions pas contents. Comme Baba Soul n'est pas pu aller voir la famille tranquillement pour dire, voilà, Boba, mais là, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Donc, les choses se sont passées ainsi. On accepte par réalisme, mais on verra si d'ici quelque temps la famille s'ouvre plus pour discuter avec, comment on dit enfin, Bobocal, parce que c'est les Bobocal qui voient mieux ce qui se passe dans une famille et qui ont la liberté de parler, de dire des choses à tout le monde. Voilà. Il est mort, je dis pas à l'interrompre, là, je dis, il ne faut pas s'identifier aux morts. S'il avait quelques idées, on prend ces idées-là, on les met en pratique, mais qu'on ne passe pas son temps à l'Internet, parler derrière le visage d'un Boban. Pour moi, je considère ça comme une insulte de la famille. Si ces gens, ils ont envie de parler, qu'ils prennent leur visage. Mais ils peuvent dire du bien d'un Boban, mais parler, dire des choses derrière le visage d'un Boban, moi, je n'apprécie pas. Monsieur le Président, nous allons terminer. Vous avez 2 minutes, top chrono, pour vous adresser aux Gabonais qui n'ont pas forcément l'occasion de vous regarder à travers un écran de télévision, tant la vulgarisation de vos messages peut poser problème à un moment ou à un autre. Merci. Vous qui me regardez en ce moment, vous êtes parents, vous êtes épouse, vous êtes fils, vous êtes responsable politique. Vous devez savoir que mon premier objectif, ce n'est pas d'abord de me faire aimer par vous. Je ne suis pas en mal d'affection. Ce que je me donne comme mission, si vous voulez, si on peut parler ainsi, c'est de vous dire ce qui est vrai, ce qui est productif, que vous m'aimiez ou pas. Et je crois que depuis plus de 20 ans que je vous parle, il n'y a pas beaucoup qui puissent dire « Mbaba, vous avez dit ceci, c'est du mensonge ». Je puis m'être trompé sur tel ou tel sujet, mais jamais j'ai eu intention, une seule fois, de tromper qui que ce soit. Mon souci, c'est de dire la vérité à qui veut bien l'entendre, même à celui qui ne veut pas l'entendre. Pourquoi je tiens tellement à la vérité? Je tiens à la vérité parce que c'est la vérité seule qui libère. C'est la vérité qui prépare notre avenir à tous. Et c'est la vérité qui peut nous réconcilier. Je suis convaincu de cela. Je voudrais que les uns et les autres ne regardent pas d'abord Mbaba Soul, qui a un visage tel, qui a un physique tel, que vous pouvez aimer ou pas aimer. Ce n'est pas cela mon objectif. Mon objectif, c'est de dire
ce que Mbaba Solo dit là, je regarde dans ma vie, est-ce vrai ou est-ce faux? Jugez-moi par rapport à la vérité, par rapport à ce qui est vrai. Et si jamais, dans ce que je vous ai dit, vous trouvez un mensonge là-dedans, écrivez-moi, venez me demander des explications. Je n'ai jamais eu l'intention de tromper qui que ce soit. Parce que, avec vous, je veux préparer l'avenir. Merci. Paul Mbaba Solo, le président du Rassemblement pour le Gabon, qui reprécise ce que c'est la vérité, le chemin par lequel on peut évidemment aboutir à un rayonnement efficient. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.